Partie 3 de ce chapitre 1 sur la structure du globe terrestre. Nous sommes dans le grand 3, le géotherme. Nous allons d'abord voir les transferts thermiques. Alors, pour commencer, voyons ce que c'est que le géotherme. La température du sous-sol augmente quand on s'enfonce dans le globe. Au fond d'une mine, vous voyez qu'en fonction, on a pu mesurer, en fonction de la profondeur, la température qui y règne. On a un nuage de points et on fait une droite de régression linéaire, la droite qui passe par le maximum de points et qui nous donne des valeurs qui vont, vous voyez, on est presque à 200 degrés, à 6000 mètres de profondeur. C'est notre géotherme. Ce géotherme, vous voyez qu'il n'est pas linéaire, c'est-à-dire qu'il y a des ruptures entre, on voit bien qu'à 1300 degrés, on a une rupture de pente de cette courbe de la profondeur en fonction de la température, et on voit que la température augmente moins quand on augmente en profondeur. Puis de nouveau, il y a un plateau à, vous voyez, à 3000 mètres de profondeur, où on a 3000 km pardon, de profondeur, où on a une grande augmentation très rapidement de température, de près de 1000 degrés, avant que de nouveau l'augmentation de température soit plus lente. En combinant en fait ces données de température aux données sismiques qu'on a déjà, ça nous donne un certain nombre d'éléments. Plus on s'enfonce dans le sous-sol, plus la température augmente, c'est ce qu'on appelle le gradient thermique. Le gradient thermique, c'est la différence de température en une certaine profondeur. Si on descend de 1000 mètres, on augmente de combien de degrés Celsius? Ça, c'est le gradient thermique. En général, il est à peu près de 30 degrés Celsius par kilomètre dans la croûte terrestre. Évidemment, s'il augmente quand on va en profondeur, ça veut dire qu'il faut s'attendre à ce qu'il y ait une source de chaleur en profondeur, dans le globe. Cette énergie thermique, elle provient de la désintégration d'éléments radioactifs dans le manteau et aussi dans le noyau. Alors il y en a moins dans le manteau, mais le manteau est tellement grand en volume qu'il va dégager beaucoup de chaleur. Comment se transfère la chaleur? Comment la chaleur peut aller d'un point à un autre finalement, se transmettre d'un point à un autre? Alors, on aurait fait dans le grand A les transferts thermiques, un TP qu'on aurait appelé les transferts thermiques tout simplement, ce qui est le TP3 dans votre polycopier, où on aurait fait cette manipulation. Alors là, vous voyez qu'on fait une série de mesures, on a deux capteurs de température, un en surface, un en profondeur, et on a un thermoplongeur. Dans la première série de mesures, le thermoplongeur est comme dans le schéma, là, il est en surface. Et puis dans une seconde série de mesures, on va mettre le thermoplongeur près du fond. Qu'est-ce que ça change? Dans la première série de mesures, il n'y a pas de déplacement de liquide au sein du bécher, puisque vous savez que l'eau chaude, ici c'est de l'eau chaude va rester en surface. Par contre, quand on met le thermoplongeur en fond du bécher, il va chauffer au fond. Le liquide, en chauffant, va devenir moins dense, du coup il va avoir tendance à revenir à la surface, et là il va y avoir un déplacement de matière. Donc, dans la première série de mesures, pas de déplacement de liquide, c'est ce qu'on appelle la conduction. La chaleur se transmet de proche en proche sans qu'il y ait de mouvement de liquide. Dans la deuxième mesure, on est dans de la convection, c'est-à-dire que là, c'est le liquide qui bouge, on a un transfert de matière, ce qui va homogénéiser les températures. Donc si vous regardez, la différence de température dans la convection, elle est assez faible, il y a à chaque fois quelques degrés. Alors que dans la conduction, vous voyez qu'entre la sonde 1 et la sonde 2, ça c'était la première série de mesures, si on laisse le thermoplongeur en haut, eh bien la sonde 1 et la sonde 2, il y a une grande différence de température. Vous voyez que la convection est un transfert de chaleur beaucoup plus efficace que la conduction. La conduction, donc, c'est pas de déplacement global de matière, et là on vous montre une petite modélisation qui montre le déplacement de matière par convection, c'est-à-dire que le liquide rouge, là, il est coloré en rouge, et bien il va monter dans l'huile, c'est de l'huile qui est au-dessus.
ça va se chauffer, ça va monter, et puis en haut, ça va se refroidir et ça va redescendre sur les côtés comme ça fait comme un panache qui redescend sur les côtés puisque ça se refroidit en surface, ça va rechauffer. C'est le principe des lampes blob, je ne sais pas si vous avez déjà vu ces lampes, c'est des lampes qui ressemblent à des petites fusées là, et puis on a une cire qui chauffe, qui monte dans de l'huile, et puis ça se refroidit, il y a les bulles qui redescendent, bon c'est très joli, et bien ça c'est vraiment de la convection. Ce sont des mouvements de convection, donc un fluide chaud qui monte et qui, en se refroidissant en surface, redescend. Ça fait ce qu'on appelle des cellules de convection, comme ça, de matière qui tournent. Ces cellules de convection, on va les trouver dans de la matière qui n'est pas rigide. Forcément, ça ne peut se passer que dans de la matière ductile. Donc, dans la croûte, on n'a forcément que de la conduction, puisqu'il n'y a pas de déplacement de matière possible. Par contre, dans la sténosphère, on peut avoir de la convection, on a des cellules de convection, puisqu'on a de la matière ductile, donc déformable, alors qui bouge très lentement, certes, mais on a quand même des cellules de convection. Donc conduction dans la croûte, là vous voyez juste à la surface, les 3 petites flèches rouges, et ensuite on a de la convection dans la sténosphère. Et vous voyez que quand on change de milieu, dans le noyau, on a d'autres cellules de convection. Entre le noyau externe liquide et la sténosphère, entre ces deux cellules de convection là, qui sont l'une au-dessus de l'autre, il va y avoir un petit moment où on va avoir conduction entre les deux convections. Ce gradient thermique, il n'est pas linéaire avec la profondeur. Vous voyez que dans cette courbe, on a des variations possibles. C'est-à-dire que la ligne, elle est épaisse parce qu'on ne sait pas exactement où on est dans température à telle profondeur. En réalité, le gradient géothermique n'est pas homogène tout à fait au sein du globe. Et comment est-ce qu'on peut le savoir? Eh bien, on va utiliser une technique, la tomographie sismique. Donc nous sommes dans le grand B, l'hétérogénéité thermique du manteau. Modélisation de la température du manteau, indice de la structure superficielle de la Terre. Donc si je regarde juste cette diapo-là que je vous ai montrée, vous voyez que la température à une profondeur donnée n'est pas homogène sur une surface de territoire. Ici c'est en France. Vous voyez qu'on a des températures différentes en fonction de la profondeur. La tomographie sismique, c'est intéressant parce qu'on a vu que la vitesse des ondes est accélérée dans les milieux rigides. Les milieux rigides, ils sont plutôt froids. La vitesse des ondes est ralentie dans les milieux ductiles. Les milieux, ils sont ductiles parce qu'ils sont plus chauds. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir donner des mesures, des estimations des températures qui règnent à 100 km, 200 km, 300 km, 500 km de profondeur. On peut même faire des profils carrément de température. Regardez celui-ci. Alors là, c'est sur une très grande distance du globe, mais on voit des zones bleues qui sont froides, qui vont tendance à s'enfoncer dans la sténosphère rouge ductile, chaude, plus chaude. Et puis, on a des zones rouges qui arrivent en surface aussi à la croûte. Donc ça nous permet de voir un petit peu non seulement la structure, mais aussi la dynamique du globe. Regardez ce profil de tomographie sismique qu'on aurait fait en classe au large du Chili. Donc on a la grande zone grise là, c'est la cordillère des Andes, et puis dessous on a l'approfondissement du manteau. On a déjà dit que le Moho, il est beaucoup plus profond sous les chaînes de montagne. Donc là, c'est la partie émergée, c'est l'Amérique du Sud. Et puis, la partie fine sur votre gauche, c'est la croûte océanique de l'océan Pacifique. Et vous voyez qu'on a une grande zone bleue qui plonge. Alors j'essaie de me mettre du même côté que ce que vous voyez, puisque évidemment je suis dans ma caméra, je suis à l'envers. On a une grande zone bleue qui plonge comme ça sous le continent. Ça veut dire qu'on a une plaque froide qui s'enfonce dans la sténosphère chaude. Et bien ça, c'est une zone de subduction. On a la lithosphère océanique carrément, qui s'enfonce sous la lithosphère continentale. Alors, un autre exemple de ces indices de structure superficielle de la Terre, eh bien, des points chauds.
hein. Par exemple, on peut mesurer la température de champ géothermique à certains endroits. On va se retrouver avec des alignements d'anomalies chaudes, la plus chaude étant la plus récente, hein. Vous avez l'âge en millions d'années et puis vous avez les colorations qui montrent de plus en plus chaud, hein. Et on voit que ce que c'est qu'un point chaud, c'est un panache. Alors je sais que voilà, ici j'en ai un. Vous voyez le point chaud, c'est un panache de chaleur, donc de remontée de matériel chaud qui vient dans la croûte. La croûte bouge, le panache lui bouge pas, et c'est ce qui fait cet alignement. Je vais vous remettre, hop, cet alignement qu'on voit là à Yellowstone. Alors à Yellowstone, mais les volcans d'Hawaï sont aussi un très bon exemple, hein, puisque ce panache chaud, il va faire un peu comme un chalumeau, hein, c'est-à-dire qu'il va fondre la croûte qui se déplace au-dessus de lui, et ça va faire à chaque fois un petit volcan, hop, de magma qui va se mettre en place, hein, de matériel volcanique qui va se mettre en place. Donc, flux thermique et tectonique des plaques, voilà, on voit qu'aux frontières de convergence, donc les zones de subduction, on a un flux géothermique qui est élevé dans la chaîne de montagne parce qu'il y a du volcanisme, on le verra plus tard, et puis une diminution forte dans la zone de subduction puisqu'on a un enfoncement de matériel froid. Au contraire, au niveau des dorsales, par exemple, on a un flux géothermique qui est très fort puisqu'on a une arrivée de magma sur une croûte qui est très amincie au niveau des dorsales. Donc là, il fait particulièrement chaud. Donc ce document que je vous ai montré tout à l'heure, avec les raies bleues, hein, qui correspondent à la subduction, le rouge qui correspond soit au dorsal, soit au point chaud. Voilà un modèle PREM qui est un petit peu plus élaboré, avec un peu plus de données, et puis celui-ci qui correspond beaucoup à ce que je vous avais demandé de faire chez vous, de mettre les légendes, que vous avez très bien réussi, hein. Il faut surtout bien faire attention que la lithosphère est constituée à la fois de croûte et d'une partie du manteau supérieur. D'accord? Et la sténosphère, c'est que du manteau supérieur. Ne pas confondre avec manteau inférieur, qui est encore une autre couche. Voilà. Si vous avez ça, ça c'est à prendre par cœur. Vous aurez déjà tout compris. Et puis, vous voyez que cette idée de convection mantélique, elle existait déjà dès 1960, avant qu'on puisse avoir des mesures qui la prouvent. Et ça a été un des arguments qui a permis de mettre en place la théorie de la dérive des continents, qui a donné ensuite la théorie de la tectonique des plaques, que nous verrons dans le chapitre prochain. Voilà, j'ai fini. Au revoir.